Bon, mais écoutez, chers amis, d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux dans cette fin d'après-midi pour assister à ce débat qui clôturait notre Assemblée générale. Remercier aussi François Poupart, le directeur général des infrastructures, qui a pris 2 heures de son temps pour venir dialoguer avec nous et nous faire comprendre comment allait s'articuler la LOM et comment on allait essayer de financer au meilleur niveau les infrastructures de transport. Le débat, il a été intéressant. Tout d'abord, parce que avec Éric Charéron, on a bien vu que l'infrastructure, ça n'était pas seulement une politique d'offre, c'était aussi une réponse intelligente aux besoins de nos concitoyens et à ceux qui ont besoin d'utiliser les infrastructures de transport chaque jour pour aller travailler, pour aller faire des courses, pour gérer des situations familiales ou autre chose. Ce qu'il nous a dit et ce que fait Keolis dans les grandes métropoles où ils sont concessionnaires, la SNCF le fait aujourd'hui. Il y a 15 jours, nous étions avec Pierre Van Corneval à Rouen, à un colloque très intéressant organisé par SNCF Réseau, qui nous a présenté une étude qui s'appelle Normandoscopie, à partir d'un procédé qu'ils appellent Odyssée, et qui a mesuré toutes les mobilités de leurs usagers à partir de, les traces de leur téléphone portable. Et comme vous le dites, eh bien, c'est contre-intuitif, les résultats d'une telle étude. Et on voit qu'on n'a pas seulement des gens à l'heure de pointe, et que les abonnés, ceux dont on pourrait penser qu'ils sont les plus nombreuses à emprunter le train tous les jours pour aller travailler, eh bien, sont minoritaires. Sont minoritaires en nombre, sont minoritaires dans l'apport financier qu'ils apportent aux services de transport, et sont minoritaires aussi en nombre de déplacements, et qu'il y a une diversité très grande qui devrait nous amener à nous interroger sur, une offre un peu différente, et peut-être pour faire circuler des trains ou des cars ou des bus au coût marginal pour aller chercher des clientèles qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui, ou pour trouver aussi de la recette. Lors d'une mission à laquelle certains d'entre nous avons participé il y a 2 ans, qui était TET d'Avenir, on avait eu la chance d'avoir un cabinet anglais qui nous avait fait une étude ligne par ligne sur toutes les lignes TET. Et quand les Britanniques sont venus nous rendre compte de leur étude, ils nous ont dit « mais on ne comprend pas le fonctionnement de la SNCF, sa stratégie, sa politique. Quand ils ont des difficultés sur une ligne, ils réduisent l'offre. Alors que nous, on conseille à tous nos clients en Europe d'augmenter l'offre pour aller chercher de nouveaux clients, à les fidéliser et à trouver les choses. » Donc on a des questions à se poser, bien évidemment, ici, en termes de transport. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le problème que vous posez, c'est aussi le regard que nous devons, et François Poupart l'a dit aussi, porter sur les organisations en matière de mobilité. Les organisations, c'est bien évidemment, comme ça a été rappelé tout à l'heure, les dysfonctionnements qu'on peut constater dans les gares. Quand nous sommes allés avec le COI à la gare Saint-Lazare, les gens de la gare de SNCF Réseau nous ont dit « on n'a pas fait de remise à plat de l'organisation des mouvements dans la gare Saint-Lazare depuis 1937, c'est-à-dire depuis la création de la SNCF. Et quand nous allons à Marseille, on nous dit 30% des mouvements sont internes à la gare. Et on pourrait probablement les simplifier si on avait des remisages différents, si on investissait différemment. Donc les organisations, c'est ça. C'est aussi ce qu'a dit François Poupart à propos de l'investissement dans des technologies nouvelles. Ce que aujourd'hui SNCF Réseau fait, le RTMS2, entre Paris et Lyon, demain entre Marseille et Vintimille, qui nous permettra de gagner 20 à 30% de capacité sur une infrastructure. Et c'est comme ça que dans Mobilité 21, on avait dit, c'est peut-être prématuré de faire une LGV POC, Paris, Orléans, Clermont, Lyon, parce que
il n'y a pas encore et il n'y aura pas de saturation de Paris-Lyon si on fait ce type d'investissement dans la modernisation des réseaux. Et je crois que ce qui est très nouveau entre ce qui se fait aujourd'hui avec la LOM, avec le COI, par rapport à ce que nous avons fait avec le Mobilité 21, c'est que lorsqu'on parlait de modernisation, de remise en état et de modernisation des infrastructures à nos amis de RFF à l'époque, je crois que c'était encore RFF en 2013, hein, ouais. Eh bien, ils étaient surpris. Et ils disaient non, on ne sait pas faire ça, on va les remettre à l'état, je dirais, initial, alors que c'était l'état du 19e, ou du 20e siècle quand même, 20e siècle, le 19e c'était un peu exagéré. Mais aujourd'hui, il faut penser à l'avenir. Donc il y a une modernisation qui est tout à fait importante, et aujourd'hui, on est en plein dedans, et ça, c'est tout à fait encourageant. La réforme des organisations, c'est aussi, je dis, une autre approche de la maintenance du réseau. Et ça, c'est important. C'est aussi, comme l'a dit François Poupart, et puis Bruno Cavagné, une modernisation de l'infrastructure routière. Parce que, tout à l'heure, c'est Olivier Jacquin qui nous a reproché de ne pas avoir parlé de transfert modal. On en a beaucoup parlé du transfert modal il y a une quinzaine d'années. On a pensé qu'on allait résoudre tout par le transfert modal. Et que voit-on? C'est que on n'a pas beaucoup avancé, on a même régressé ici. Et on a été dans le déni du mode majoritaire de transport, à tel point qu'aujourd'hui, la route qui se portait plutôt bien, eh bien, commence à souffrir des mêmes maux que l'infrastructure ferroviaire il y a 15 ans. Il faudrait éviter d'avoir ce que, je dirais, craignait François et ce qui s'est passé en Allemagne, des effondrements de ponts, des choses de cette nature. Et bien évidemment, il faut assumer un transport qui aujourd'hui est à plus de 85% sur la route. On n'a quasiment pas aussi parlé du fluvial. Heureusement que, monsieur le ministre, vous avez évoqué la voie d'eau et les ports. Parce que, et au COI, on a eu ce débat aussi en interne. Simplement, il n'y a pas beaucoup d'argent pour le faire. Et une grande partie de cet argent va être consacrée à Seine-Nord Europe ou à la Magéo pour assurer la continuité entre Seine-Nord Europe et le bassin de la Seine. Mais ici, Thierry Guimbaud pourrait vous dire dans quel état est le réseau fluvial français, le réseau et la voie d'eau. On est allé avec le COI aussi sur la vallée de la Seine voir des ouvrages qui pouvaient sembler récents, qui datent d'après la guerre. Mais aujourd'hui, ces ouvrages, ils ont besoin d'investissements importants si on ne veut pas avoir de vrais pépins sur le trafic fluvial. Donc la régénération, elle est importante. Et c'est en cela que les 3 mots employés par le président de la République à Rennes ont été importants. En tout cas, moi, qui ai assisté à cette inauguration des LGV bretonnes et aquitaines, eh bien, ça m'a parlé, après avoir présidé Mobilité 21, d'entendre un président de la République qui dit régénération et modernisation, transport du quotidien, et également loi de programmation. C'est tout ce qu'on dit ici depuis maintenant 17 ans. Donc, enfin, on y arrive, et on y arrive après un grand débat. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas tout résoudre très, très rapidement, et bien évidemment se pose la question du financement, qui a fait l'objet d'une partie de ce débat. L'ancien président de l'AFIT dit que, bon, effectivement, on a besoin de financement. On a dit, dans le cadre de ce débat, qu'il y avait 10 milliards de retard de paiement sur les infrastructures et que c'était un peu un boulet pour la politique des transports dans l'avenir. Je voudrais corriger cela. Il y a effectivement des retards de paiement, mais parce que parmi les engagements qu'a pris l'État, il y a des projets qui ne sont pas achevés, donc il n'y a pas raison de les payer avant l'achèvement de ces travaux. Et puis surtout, il y a la moitié de ces 10 milliards qui correspondent aux grands projets qui ont été lancés, notamment pendant le quinquennat de M. Sarkozy, par des modes de financement innovants, comme on disait alors, c'est-à-dire des partenariats publics-privés, des contrats de partenariat, et qui vont continuer à courir, pour certains, jusqu'à la moitié du siècle. Donc, ça n'est pas, je dirais, une mauvaise gestion, ça, c'est un choix politique qui a été fait à un moment donné. Alors aujourd'hui, Louis Nègre l'a rappelé,
François l'a rappelé aussi, 3 scénarios de financement. C'est vrai que 3 scénarios de financement avec des différences qui restent raisonnables. Louis Nègre a dit si on avait choisi, non, Bruno Cavagné a dit si on avait choisi le premier, ou si on était resté dans l'épure fixée par le Trésor et le budget qui aurait été nos 2 premières auditions, on n'aurait pas pu aller très loin dans ces propositions. On a donc fait 3 scénarios, mais il reste responsable. Plus 600 millions pour l'un, plus 1,2 milliard pour l'autre, au regard d'un budget comme celui de notre pays, ça n'est pas complètement insupportable. Alors le financer comment ? On avait suggéré, je dirais avec Louis Nègre, de réutiliser une partie de la TICPE et de la flécher vers les transports. Aujourd'hui, augmenter la TICPE, notamment, ce qui a été fait quand on a supprimé l'écotaxe, n'est plus possible avec la remontée du prix du brut. On a suggéré, et c'est ce qu'a dit François d'une façon très intéressante, changer la trajectoire du remboursement de la taxe carbone aux transporteurs. Aujourd'hui, c'est 820 millions d'euros. Mécaniquement, avec l'augmentation de la taxe carbone, ça sera 3 milliards en 2022. Vous voyez que ça bondit. Et il ne serait pas illégitime de revoir cette trajectoire pour en consacrer un peu à l'amélioration des infrastructures, et notamment aux routiers, si on veut, éviter un mécontentement qui serait à prévoir avec les transporteurs. Et puis, il y a cette vignette d'usage, qu'on appelle maintenant autrement, mais qui revient à ça. Alors, c'est vrai que, comme ça a été dit, ça n'est pas dans les perspectives de la Commission européenne ou de la Commission TRAN. Mais nous sommes allés, il y a un mois, à Bruxelles, et quand on a discuté de cette question avec la commission, les collaborateurs de Madame Bulc, de la commissaire au transport, ils nous ont dit, la DG Mouv', voilà, ils nous ont dit, oui, c'est vrai que c'est pas ce vers quoi on souhaiterait aller, mais on sait bien ce qui s'est passé en France avec l'écotaxe, et donc on peut penser que ce serait une première étape positive que de rétablir un élément, une taxe de cette nature. Alors voilà ce qu'on peut dire, et je terminerai parce que je n'oublie pas que je me suis aussi beaucoup intéressé à l'aménagement du territoire avant de m'investir sur les transports. Et la question de l'équité territoriale, la question de la répartition des infrastructures sur le territoire, la pertinence de ces infrastructures sur le territoire doit être posée. Et la question des lignes 7 à 9 a été posée pendant notre Assemblée générale tout à l'heure, et nous avons décidé d'engager avec Région de France une réflexion sur la question des lignes 7 à 9, non pas pour savoir qu'il fallait supprimer telle ou telle ligne 7 à 9, ce n'est pas le rôle d'une association comme la nôtre, mais sur quels critères on peut prendre des décisions politiques sur ces lignes, alors secondaires, du quotidien, d'irrigation, on les appellera comme on veut, mais des lignes qui, pour certaines, ont une véritable utilité. Parce que sur les lignes 7 à 9, comme le disait tout à l'heure Louis Nègre, eh bien, il y a de tout. Et moi, je suis normand. Quand vous prenez la ligne Paris-Cherbourg, dans la phase terminale de votre voyage, vous avez une ligne 7 à 9 entre Lison et Cherbourg. Imagine-t-on supprimer le train d'une agglomération d'une centaine de milliers d'habitants ? Impensable. Quand vous avez du 7 à 9, c'est aussi des lignes qui desservent des carriers, qui desservent des céréaliers. Et comment ne pas les maintenir ? C'est faire passer des centaines de camions sur la route. Et ici, être en contradiction avec tous les principes qu'on a pris dans la conférence de Paris et dans les différentes conférences en matière de changement climatique. Vous voyez, ici, les choses sont complexes. La bataille, j'allais dire, pour les infrastructures continue. Elle continue parce qu'elle est, un des éléments et de l'aménagement du territoire et de la compétitivité du pays. Elle continue aussi parce que, moderniser et entretenir les infrastructures, c'est aussi
prendre soin d'un des plus importants patrimoines nationaux. Il y a quelques années, on disait que la route était le premier patrimoine de la nation, en termes de valeur. Eh bien, je crois qu'on se doit ici d'y être attentif. On ne connaît pas les usages qu'on en fera demain, mais en tout cas, gardons ici des outils qui sont tout à fait précieux et surtout, oh, je ne vais pas y arriver. Oui, on va les moderniser de manière à avoir d'autres usages, d'autres systèmes de transport. Tout à l'heure, on nous disait aussi, dans une autre phase de l'après-midi, que la moitié des routes en France n'avaient pas de marquage au sol. Comment on va faire 40% de la signalisation n'était pas, c'est toi Pierre qui évoquait cela, n'était pas, j'allais dire, exact ou aux normes. Comment imagine-t-on faire circuler des véhicules autonomes sur l'ensemble du territoire si on est ici avec une insuffisance de marquage ou des informations erronées. Donc le travail est considérable et TDE se propose de continuer dans l'avenir avec vous à réfléchir à ces sujets et à essayer de faire avancer ce débat qui intéresse bien sûr tous les professionnels de la mobilité, mais qui intéresse aussi tous les usagers et tous les consommateurs de ce pays. Je vous remercie.